Il est 7 heures. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine Nos Nouvelles, apporté par Intexto, intexto.ca. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Numa et bonjour à tout le monde. Je vous remercie d'être branchés. On est là pour vous informer. On est le lundi 20 août 2018. On est sur Facebook en direct sur notre site internet intexto.ca et en différé sur WhatsApp et YouTube. On va parler à cette édition de chauffeurs de taxi. Oui. Dis-toi bien qu'ils sont plus que contents. C'est ce que nous dit Carlo Hector, qui est le président de l'Association des chauffeurs et propriétaires de taxis haïtiens. On va l'écouter. Puisque vendredi dernier, justement, les chauffeurs de taxi étaient informés en long et en large de combien est-ce qu'ils allaient recevoir dans le cadre de la première tranche de compensation. Une première tranche. Combien? Eh bien, M. Hector va nous le dire. Ils sont pour l'instant satisfaits. Il y a une deuxième tranche qui doit arriver. Il y a une autre problématique, c'est la question d'Uber. Troisième projet pilote. Qu'est-ce que ça va donner, ça? Ça, c'est la grande inquiétude des chauffeurs de taxi ici. Ouais. Et on parlera en Haïti, Jean-Étienne, de cet incident grave qui s'est produit à Belader, c'était samedi dernier, où des militaires dominicains se sont introduits sur le territoire haïtien, ont fait feu. Il y a 6 Haïtiens qui ont été blessés par balle lors de ces incidents-là. On ne nous rapporte pas pourquoi. Imagine que le Premier ministre, Jacques-Guy Lafontaine, a été sur les lieux à Belader, accompagné de plusieurs autres ministres. Mais il n'y a pas plus d'informations sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les militaires dominicains se sont introduits en Haïti. Et même le président Jovenel Moïse a tweeté en condamnant cet acte-là et en appelant l'ambassadeur dominicain en Haïti est convoqué actuellement par le ministre haïtien des Affaires étrangères, Antonio Rodrigue. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça chauffe, comment, vraiment? Ça chauffe un peu au niveau de la frontière. On va essayer d'analyser tout ça. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août. Hey, certaines conditions s'appliquent. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Et même moi, comme président, si je vous dis je ne suis pas content, je ne suis pas satisfait, je vous mens en pleine face. Mais si je vous dis aussi que ce montant-là va régler le problème de l'industrie, on est très satisfait, on est content du montant. C'est comme, je vous dis, un diachylon
un plaster sur une grosse manie. Ça ne va pas résoudre le problème de l'industrie. C'est sûr et certain, on va prendre le montant à demain. Mais la bataille vient juste de commencer. Voilà. Ça, c'est Carlo Hector qui met la table de ce qui s'est passé vendredi dernier. Vous savez, 17 août dernier, c'était la date que le ministre des Finances ici au Québec, Carlos Letao, annonçait qu'il allait indiquer aux chauffeurs de taxi comment est-ce que ça allait se passer et combien est-ce qu'ils allaient recevoir finalement. La nouvelle est tombée. Les chauffeurs et les propriétaires sont plutôt contents pour cette première phase de compensation. Mais il reste un problème majeur, on en parlera un peu plus tard. Mais pour l'instant, combien est-ce que les chauffeurs, en réalité, vont recevoir? Parce que les chèques ne sont pas tombés encore. Il reste peut-être 2, 3 ou maximum 4 semaines pour qu'ils se retrouvent dans les dédales des procédures avec Revenu Québec, produire de la documentation. Il faut prouver quand même que vous étiez un chauffeur. N'importe qui ne va pas débarquer et dire « Ah, moi, je suis un chauffeur de taxi, alors... sortez-moi mon chèque ». Et on va écouter Carlo Hector qui va nous donner toute la précision. Combien est-ce que les chauffeurs vont recevoir et comment est-ce que ça va se passer? Voilà. Et dans les agglomérations à 5, à 11 et à 12, chacun des propriétaires va recevoir la rondelette somme de 46 700 $ en tout. Tous les propriétaires vont avoir 1 000 $. Puis, non, plus de 45 000 qu'on doit avoir pour le A11, A5, A12, pour nous, ça monte à 46 700 $. Et ça se fait bien. Ça se fait très bien parce que on nous a raconté, on était inquiets parce que c'est Revenu Québec qui va distribuer les chèques. Les gens sur la table étaient bien conscients qu'on a peur. Ils disaient, écoutez, il n'y a pas de crainte. On a pris Revenu Québec pour la seule et bonne raison. Au gouvernement, c'est la seule institution parmi les gens qui peut livrer, autrement dit, il faut faire une livraison de masse, soit du courrier, soit des chèques, soit des lettres. Le Québec, dans les prochains jours, va envoyer une lettre à chacun des propriétaires pour valider l'adresse, le permis et surtout le numéro d'assurance sociale. Vous devez tout de suite remplir ce coupon-là et le retourner tout de suite à Revenu Québec. Aussitôt que Revenu Québec va recevoir ce coupon, vous allez recevoir votre chèque entre 2 et 4 semaines. Ça peut prendre plusieurs semaines encore avant que vous ayez l'argent dans vos poches. 4 semaines. D'après moi, ça va être aux années octobre là, pour que tout soit livré. Ça ne fait pas du jour au lendemain. D'abord, on va envoyer la lettre et après avoir rempli le coupon, aussitôt que Revenu Québec va recevoir le coupon, ça lui prendra peut-être 4 semaines au maximum pour livrer tout le chèque. Pas le 8 000 chèques. Voilà, ça c'est Carlo Hector qui expliquait comment ça va se passer et combien. C'est près de 50 000 $ que les chauffeurs vont recevoir. Mais la problématique de Uber demeure. Oui, c'est clair. Pourquoi? Parce que justement le gouvernement leur a annoncé à la fin du projet pilote d'ici octobre prochain de Uber, ça a l'air que le gouvernement va enclencher un 3e projet pilote. Sous quelle forme? Comment est-ce que ça va se passer? Et ça inquiète à mourir les chauffeurs de taxi et les propriétaires. Et puisque le problème, c'est Uber, les chauffeurs s'attendaient à ce que, à la fin de ce projet pilote, que ça serait fini de Uber, là, et que Uber allait se conformer aux règles de l'industrie comme tout le monde. Ça a l'air que non. Un 3e projet pilote, un premier, un 2e, et voilà, un 3e qui s'en vient, et selon quel terme, on ne le sait pas. Donc, est-ce que le gouvernement va devoir compenser les chauffeurs de taxi à chaque année ou régulièrement en gardant Uber? Ou c'est quand même des millions, ça? Absolument. Hein? Bon. Et ça, le problème demeure. On va voir comment on va essayer à l'avenir de trouver une solution en attendant. Absolument. Les chauffeurs de taxi vont essayer de voir ce qu'ils peuvent faire avec l'argent qu'ils vont recevoir. Laissons les taxis de côté. En attendant, il y en a qui ont besoin de se loger, Jean-Étienne. Et justement, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé la semaine dernière, Jean-Hubert Goudou, le financement de 2 projets immobiliers à hauteur de 7,6 millions de $.
Cette aide financière permettra l'acquisition de 151 logements abordables et en total, c'est 12 000 logements qui vont être soit réaménagés ou construits dans le cadre de ce projet. Et ça va se passer juste à côté de chez nous, là, à Montréal-Nord, à Onsic. Absolument. C'est à Onsic, quartier-ville. Il y aura 61 logements. Et à Rosemont-Petite-Patrie aussi, il y aura 90 logements c'est les nouveaux qui vont être construits. Par contre, il n'y en aura pas ici à Montréal-Nord? Non, pas à Montréal, c'est surtout à Onsic, quartier-ville. Là, on va écouter Madame Plante qui va nous expliquer comment ça va être structuré, ces 12 000 logements. Voilà. Ça inclut de tout, c'est-à-dire que sur l'objectif de 12 000 unités abordables et sociales, il y en a 6 000 justement pour l'abordable, 6 000 pour l'habitation sociale. Donc, ça peut toucher autant de la rénovation que des nouveaux logements. Alors, parce que les besoins sont immenses. Et dans le cas, l'annonce d'aujourd'hui, ce qui est fantastique, c'est que la Ville de Montréal dit, oui, nous, on va aider des organisations, le Fonds d'investissement de Montréal qui travaille à ce niveau-là depuis des années. On va les aider, on va leur donner de l'aide financière pour pouvoir faire un montage qui se tient, acheter des buildings qui sont privés, qui vont devenir des organismes communautaires qui vont les gérer, mais qui vont permettre de garder ces logements-là abordables de façon pérenne, parce qu'on sait que c'est une nécessité. Alors vraiment, là, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est la Ville de Montréal, il y a plein de façons de faire du logement social et abordable. Mais une des façons, c'est de conserver nos logements abordables dans le parc locatif existant. Il faut le protéger. Alors, c'est exactement ce dont il est question aujourd'hui. Protection, réaménagement, construction de maisons, de logements abordables. C'est voilà un peu pour ce qui est de ce financement de 7,6 millions de dollars. Oui, c'est deux quartiers qui méritaient bien ce genre d'intervention. Absolument. Mais Montréal-Nord aussi, pourquoi pas Montréal-Nord? Ça, c'est la question qu'on devait poser à Mme Plante elle-même. Ouais, hein? OK. Valérie Plante se dit vraiment satisfaite de toute la mobilisation qu'il y a eu autour de la mise en place de ce projet, entre ses équipes, les autres acteurs, institutions qui se sont mobilisées pour atteindre cet objectif. On va l'écouter à nouveau. Et je pense que cette annonce de ce matin montre l'orientation que souhaite prendre notre administration. C'en est une preuve concrète. Lorsqu'il y a des problèmes existants, il faut parfois innover, il faut se baser sur ce qui existe, mais il ne faut pas avoir peur de brasser les affaires et de mettre autour de la table toutes celles et ceux, autant au niveau des services des finances que de l'habitation, que les partenaires privés, les organismes pour trouver des solutions innovantes. Alors, je suis extrêmement fière de cette annonce aujourd'hui et encore une fois, merci à tout le monde d'y avoir travaillé rapidement et promptement. Merci. Alors, François, bonjour. Bonjour, Jean-Nima. Bonjour, Jean-Etienne. Bonjour à tout le monde. Voilà, il fait soleil. On est lundi matin. Oui, lundi matin. C'est ça. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Oui. Ça c'est... Vendredi, je vous ai vu manger à gauche, à Gun-Gorge. Ah oui? À la journée de la cuisine haïtienne. Oui, c'était bien. C'était bien. Moi, j'ai assisté à... j'étais dans la cuisine des chefs. Il y en avait combien? 1, 2, 3, 4 chefs qui étaient là et qui ont fait des démonstrations de cuisine haïtienne, notamment des pâtes fraîches. J'ai vraiment appris comment faire mes pâtes fraîches au John. Des pâtes fraîches au John. Ah bon? Ah ben oui. Vous allez en faire. Oui, je serais capable d'en faire maintenant. C'est ça. Ouais. Bon, alors... Puis j'ai mangé des boulettes qui étaient superbes. Oui. Boulettes de viande. Oui. Alors, on commence avec les choses sérieuses. C'est sérieux aussi, hein, manger. Salut. OK, oui, allons-y, François. Oui, il y a du nouveau dans le dossier des Saoudiens. Ah bon, c'est quoi?
Alors, il y a un possible retour à la normale avec le Canada. Ah. Il y a eu, mais oui, mais il y a eu un possible retour. Il y a un possible retour avec, à la normale avec le Canada. Les Saoudiens se sont calmés le pompon ou le Canada s'est excusé? Non, le Canada ne s'est pas excusé. Ce qui a eu, c'est qu'il y a eu une conférence de presse samedi qui a été organisée par l'attaché culturel de l'Arabie Saoudite au Canada, M. Fawzi Boukaï. Ah oui? Il a appelé les étudiants saoudiens à la patience. Donc, ce qu'il faut comprendre de cette crise-là, s'il faut parler de crise, c'est que les 7000 étudiants sont des boursiers du gouvernement saoudien. Alors, c'est pourquoi le gouvernement pouvait se permettre de dire aux gens de rentrer. Parce que le gouvernement paye pour tous ces étudiants-là. Quand on parle d'une monarchie pétrodollar, c'est sûr que ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent avec le pétrole. Alors maintenant, les étudiants n'étaient pas d'accord dans l'ensemble, mais ils avaient peur de représailles si jamais ils ne voulaient pas y aller. Alors, il y a eu 270 étudiants saoudiens qui ont assisté à la conférence et qui posaient des questions à l'attaché culturel. Mais lui, il n'avait pas trop de questions, mais il dit que jusqu'à présent, on a un décret royal qui demande que les étudiants rentrent avant la fin de l'été. On sait que ce que ça pose comme problème avec l'école. Alors, il dit que soyez patients, je ne vous demande pas de quitter maintenant. La fin de l'été, c'est le 22 septembre. Alors, on est en train de voir comme s'ils cherchent une porte de sortie, mais on dit on ne vous demande pas de quitter, on ne vous demande pas de fermer vos comptes, mais cependant, il faut respecter le décret. OK. Alors, c'est un peu ça, et puis maintenant, ce qui se passe, c'est que les étudiants semblent être un peu satisfaits. Ils ont compris que peut-être qu'ils vont rester, parce qu'ils ont tous manifesté l'idée de rester ici pour continuer leurs études, parce qu'il y en a qui sont déjà très avancés dans le programme. Alors, c'est ça. Et en même temps, l'attaché culturel a dénoncé la désinformation, le fait que, par exemple, on dit n'importe quoi. Il a même dit que l'Arabie Saoudite n'a jamais demandé à tous les étudiants de quitter. Ah bon? Oui, alors mais pourtant il confirme qu'il y a un décret. Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'il était dans la varia. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'il dit que la balle est dans le camp d'Ottawa, mais tout le monde se dit, mais comment c'est dans le camp d'Ottawa? Parce que M. Trudeau ne va pas s'excuser. Mais apparemment, dans les coulisses, il y a des choses qui se font. Bon, on n'est pas au courant, mais les étudiants vont pouvoir rester d'après tout ce qui est dit. Mais on ne sait pas comment ça va. Est-ce qu'il va y avoir une déclaration publique? En tout cas, on ne sait pas. Mais ils étaient très contents samedi dernier lorsqu'ils ont entendu l'attaché culturel parler, expliquer que pour le moment, ils ne doivent pas quitter. Alors, on attend certaines choses. Ouais. OK. Ça, c'était la première nouvelle. La deuxième? Deuxième, c'est que Michel Serroger, dans le journal du Canada, écrit quelque chose. Il parle des sans-papiers de François Legault. OK. Les sans-papiers de François Legault, il fait référence à la politique, mais à ce que François Legault pourrait faire si jamais il a tenu le 1er octobre. Alors, il dit que là, maintenant, on va se retrouver avec des gens sans-papiers. Parce que si ces gens-là ne passent pas le test de valeurs québécoises, et comme on sait que Québec n'a pas le pouvoir d'expulser des gens, alors maintenant, ces gens-là vont se retrouver en transition, et là, ils seront des sans-papiers, et ça va créer beaucoup de problèmes, comme aux États-Unis, comme en France. Alors, il dit que François Legault était très, très embarrassé d'expliquer cette proposition-là, parce qu'il y a eu une rencontre avec les chefs de parti pour expliquer la question de l'immigration. Oui, avec des jeunes, là, oui. Oui, tout ça. Alors, il dit que ça va être vraiment un boulet au pied de François Legault parce que lui, il n'arrive pas à expliquer ça.
cette proposition-là, on l'avait faite lorsque le parti était en troisième position. Le parti savait bien qu'il n'allait jamais occuper le pouvoir. Mais moi, je me dis, si on voit que ça ne fonctionne pas, ou bien si on voit que les gens ne sont pas satisfaits, alors pourquoi on ne change pas d'idée? Parce que finalement, il y a deux personnes qui ne changent pas, c'est Dieu et les imbéciles. Alors, ça veut dire Il a dit ça? Non. Je dis, ça c'est... Ah, ça... C'est fait que M. Legault, face à cette levée de bouclier, face à cette position où tout le monde pense qu'aujourd'hui, on a besoin de l'immigration. Partout dans les régions, on a besoin de l'immigration. Lui, il dit qu'il va réduire les seuils d'immigration à 20%. Alors, il voit que cette proposition ne fonctionne pas. Alors, moi, je me dis, pourquoi lui, il n'a pas choisi de changer cette proposition-là? Parce que, finalement, continuer à marteler que oui, il faut changer cette position-là, pendant que tout le monde est de l'avis contraire. C'est à double tranchant, hein. Le dire ça fonctionne pas, reculer sur ça aussi, c'est un autre problème, parce que ça montrerait que vous n'aviez aucune conviction, vous n'avez pas bien pensé votre affaire, ou que vous êtes affaibli, ou je sais pas, moi. Non, on peut penser une chose. Je pense que les politiciens ont leur façon de voir la réalité. Ouais. Mais on peut avoir une opinion, et puis on voit qu'avec le temps, ça a changé, et puis on fait ça. Parce que ça, maintenant, dire qu'on va réduire de 20% les seuils d'immigration, alors que dans toutes les régions, les maires, les associations syndicales, patronales, tout le monde demande d'avoir des immigrants, des travailleurs qualifiés. Parce que l'idée que les immigrants sont des voleurs de jobs, ça c'est une idée qui est vraiment obsolète, qui date de longtemps, et puis ça n'a rien à voir. Tous les pays aujourd'hui ont besoin des personnes qualifiées pour faire avancer leur économie. Alors dire qu'on va réduire l'immigration de 20%, ça ne passe pas, et puis ça va être un problème pour lui. Alors au lieu de perdre les élections, c'est-à-dire que lui, il devrait se raviser et puis penser ça. Bon. Troisième chose, alors on a aussi un autre article qui parle de l'inquiétude des Canadiens par rapport aux demandeurs d'asile. OK. Une enquête qui est commandée par le gouvernement fédéral pour évaluer les perceptions de la population à l'égard de l'immigration semble démontrer que les Canadiens appuient en général les niveaux d'immigration actuels, mais qu'ils sont inquiets et perplexes au sujet des demandeurs d'asile. Ça a été mené en mars par la firme de sondage Ipsos, qui a interrogé de nouveaux arrivants, des immigrants bien établis, des citoyens généraux parmi le grand public. Alors, les gens ont trouvé que les demandeurs d'asile posent problème. Le gouvernement libéral pense que c'est la désinformation du Parti conservateur. Ça veut dire que c'est le Parti conservateur qui essaie de diaboliser, par exemple, les demandeurs d'asile. Par exemple, il y a Mathieu Jeunesse, qui est l'attaché de presse du ministre de l'immigration, Ahmed Hussein, qui dit que oui, les conservateurs, c'est à l'origine de ces craintes-là, parce que c'est eux autres qui déterminent, qui disent que oui, ce sont des illégaux, ce sont des personnes qui viennent pour faire dépenser de l'argent, tout ça. Alors ils disent que c'est à cause de la désinformation, parce que normalement, on pense que les Canadiens sont très accueillants, très ouverts, on ne devrait pas avoir de problème avec les demandeurs d'asile. Ça veut dire que ça, c'est un article qui est paru aussi et qui parle de ça. Je ne sais pas si on a un peu de temps, il y a un dernier article. Et ça, c'est assez, je dirais, assez complexe. Oui, allô? Oui, on t'écoute. Oui, là maintenant, c'est le problème des criminels étrangers détenus au Canada. Oui. On dit que ça pose un problème sérieux parce qu'actuellement, on a 832 ressortissants étrangers qui sont incarcérés dans les prisons pour un crime. Et ça représente à peu près 6% de la population carcérale du pays. On dit également que chaque criminel, chaque prisonnier coûte à peu près $8 000 par année
au gouvernement. Wow. En termes de dépenses pour être incarcéré. Là, maintenant, la situation devient extrêmement compliquée. Alors, là, on se pose des questions parce que ce sont des gens qui sont en prison, et c'est ça le dilemme. Immédiatement après avoir purgé leur peine, ils doivent quitter le pays. Mais il y en a qui ne quittent pas tout de suite, François, non? Oui, mais ça veut dire que dès qu'on est résident permanent, ou bien on est étranger, on a purgé une peine de plus de 6 mois, immédiatement après, on doit quitter le pays. Mm-hmm. Alors, la question maintenant, pourquoi doit-on faire doit-on garder ces gens-là ici en prison alors qu'ils doivent quitter le pays? Okay? Pourquoi on ne les renvoie pas immédiatement et là au moins on pourrait sauver de l'argent? Ouais. Ce sont des questions qui se posent. Ouais. Mais on dit également, et au niveau du gouvernement, on dit qu'il y a certains pays qui ne sont pas démocratiques, certains pays qui ne vont pas faire purger ces peines-là à ces criminels. Si on les renvoie avant de purger ces peines, c'est ceux qui ils peuvent être mis en liberté, arriver au pays. Deuxièmement, ils peuvent retourner au Canada sur de fausses identités. OK? Ouais. Alors, ça veut dire que ça va créer encore un problème si on revienne, c'était des criminels, c'était des gens qui étaient en prison. Par exemple, on a le cas de 2 personnes qui sont condamnées à vie. Imaginez. Alors, ils sont condamnés à vie, ils sont en prison, et on dit qu'on les garde. Alors, on se demande pourquoi on ne les fait pas retourner. Ouais. En même temps, on a d'autres pays qui n'acceptent même pas que le Canada explique ces gens-là. On a, par exemple, des pays comme la Chine, comme l'Inde, comme la Jamaïque. Mm-hmm. Ces pays-là refusent que le Canada déporte leurs ressortissants parce qu'ils disent que ces gens-là ont commis leurs crimes au Canada, que le Canada se débrouille avec eux parce qu'ils ne sont pas responsables de ça. Ouais. Ouais. Alors, vous voyez, ça crée vraiment un problème à tous les niveaux. Alors, est-ce qu'on doit les laisser au pays ou bien est-ce qu'on doit les renvoyer quand même après 30 ans, 40 ans de prison? Alors, on dit que ça, c'est vraiment une situation, mais le Canada fait de son mieux pour éviter d'envoyer quelqu'un dans un pays où il peut être soumis à la peine de mort. Ouais. Alors, enfin, c'est une problématique plutôt grave, ça. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On dépense beaucoup d'argent, on est obligé de les garder, et même après avoir purgé des peines, c'est difficile pour le Canada de les renvoyer. C'est quand même beaucoup d'argent, là. Beaucoup d'argent. Alors, on dit on ne peut pas les laisser, parce qu'on a le cas de quelqu'un de l'hérité, et un pays, il a 40 ans à passer en prison ici, au Canada. Ouais. 40 ans, et on sait que même après, parce il peut y avoir une libération conditionnelle en 2058. Wow. Et Dieu seul sait s'il sera encore vivant. Oui, alors même après ça, on ne sait pas si ce pays va l'accepter. Alors, c'est vraiment c'est incroyable. C'est incroyable. On ne sait pas. Et puis, c'est compliqué. Ouais. On dit qu'on doit trouver des solutions. Voilà. Merci François. J'imagine que c'était la dernière information que tu voulais partager avec nous. Oui, tout à fait. Voilà. Merci François Jean-Denis qui dirige la firme Vision Max Service. Vous pouvez voir les coordonnées de François de Vision Max Service à l'écran sur Facebook. Vous écoutez le magazine de nouvelles sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. C'est la pause. Vous dormez mal la nuit, votre matelas vous donne des maux de dos. Eh bien,
La Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48 au 64 25 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 29 40 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 549. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté, à petit prix, ça marche. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles au camion, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event suivant directement au 438 501 6889 ou au bureau 514 640 1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août. Hey, certaines conditions s'appliquent. Voilà, 7h33, c'est ça? Ouais. Ouais, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine Nos Nouvelles. Nous sommes en direct sur Facebook, en direct sur notre site Internet et en différé sur WhatsApp et YouTube un peu plus tard. Alors, les nouvelles d'Haïti. Qu'est-ce qui s'est passé samedi dernier? Des militaires dominicains se sont introduits sur le territoire haïtien au niveau de Belader. Ils ont fait feu. Il y a 6 Haïtiens qui ont été blessés par balle. Incident diplomatique grave qui a nécessité un tweet du président haïtien, Jovenel Moïse, Absolument. qui a condamné ce qu'il appelle une violation du territoire haïtien par des militaires dominicains. Et il annonce aussi que des dispositions ont été prises afin de rétablir la situation. Et justement, il a demandé à son premier ministre sortant, Jacques-Guy Lafontaine, d'aller s'enquérir de ce qui s'est passé à Belader. Jacques-Guy Lafontaine, sur un ton ferme, justement, vous allez l'entendre, a condamné cet acte, a rencontré un peu tout le monde, toutes les autorités haïtiennes de la région, Jean-Étienne, mais toujours est-il qu'on ne sait pas pourquoi les militaires dominicains. Vous allez écouter Jacques-Guy Lafontaine, vous n'en saurez pas plus.
Nous rencontrer avec toute autorité établie de la ville de Bel-Ader, côté que chaque monde bat nous toute information que vous gagnez au sujet de l'événement ça qui se passé. Nous rencontrer avec 2 représentants de la ville, des commerçants, qui expliquaient nous tout ça qui passé. Et comme l'autre autorité que nous rencontrons des autorités militaires qui sont frontières là, notamment le commandant Simo qui est sous frontière là, qui bat nous un rapport de dernier événement. Situation retournée dans le calme. Et il sous contrôle. Nous avons demandé à la population pour le Québec calme, continuer le Québec calme, pendant que nous-mêmes, comme autorité, pour nous continuer avec toute une série de mesures pour nous stabiliser la situation. Voilà, en attendant, les autorités haïtiennes ont demandé à l'ambassadeur haïtien en République dominicaine de rentrer pour consultation, Jean-Hubert. Et non seulement ça, mais l'ambassadeur dominicain en Haïti est convoqué également au ministère des Affaires étrangères afin de s'expliquer. C'est ce qu'annonce Jacques-Guy Lafontaine, qui fait état d'une série d'autres mesures également prises par le gouvernement haïtien afin de rétablir la situation. Jodi en même, ministre Affaires étrangères là, il convoqué ambassadeur dominicain pour le cas partager les informations avec elle et fixer la position du gouvernement haïtien. Nous-mêmes tout, à notre niveau, nous pourrons aller mettre en branle en commission interministérielle qui pourra aller en synthèse de toute information que nous recueillons aujourd'hui après traitement et pour nous prendre des mesures parce que nous connaissons que des problèmes sérieux au niveau de la frontière, notamment au niveau de la ville de Bel-Ader, côté que nous gagnons des actes de brigandage, côté que nous gagnons contrebande, nous gagnons trafic d'armes, trafic de drogue qu'a fait au niveau de ville Bel-Ader et notamment au niveau d'autres villes frontalières. Et nous connaissons que l'État prend responsabilité, quel que soit le monde qui est impliqué dans le l'État prend responsabilité. Non seulement on a fait ça au niveau de Bel-Ader, mais toute train de mesures ça a intéressé toutes 16 communes qui gagnent au niveau de la bande frontalière et nous portons attention plus spéciale au niveau de 4 grandes villes, à savoir Ouanamet, Bel-Ader, Ansapit et puis Malpasse. Nous parlons chitatou au niveau du CSPN avec l'autorité policière pour nous capables de renforcer la sécurité nous pour nous protéger la population. Mais la population tout, nous demandons des populations pour le capable, les gens qui ont des armes dans la population pour déposer des armes, remettre des armes à la police, sinon c'est la police qui a pris. Tu as entendu ça? Il a parlé de deal drogue, de trafic d'armes. Est-ce qu'il s'agirait de ça, d'un deal de cocaïne, de drogue en tout cas, qui a mal tourné et qui a forcé des militaires dominicains à s'introduire sur le territoire haïtien? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Mais pourquoi il a parlé de trafic d'armes et trafic de drogue et qu'il demande à des membres de la population de déposer les armes, de rapporter ces armes-là à la police, sinon la police allait venir les chercher. C'est probablement tout ce qu'on va essayer de voir dans les commentaires un peu plus tard, mais là, c'est pas une situation simple, en fait. Non. On va amener les mots de commentaires après la pause, et puis on va essayer de voir ça ensemble. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivrain chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août. Hey, certaines conditions s'appliquent. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle.
Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on affaires. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 549. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté, à petit prix, ça marche. Ou al faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Ouais, 7h et combien là déjà? 43 minutes. 43 minutes, 102.3 FM, Radio Centre-Ville à Montréal, le magazine Nos Nouvelles apporté par intexto.ca. Vous pouvez nous écouter et nous suivre sur Facebook et en différé sur WhatsApp et YouTube un peu plus tard. Voilà, ce sont les commentaires. Est-ce que tu as compris quelque chose de ce qui s'est passé, toi, Jean-Étienne? Tout ce que je peux dire, vraiment, c'est une situation grave, très grave, je dirais même révoltante qui s'est passée là-bas. On n'a pas les détails, mais la finalité de ce qui a été déclenché pour arriver à là, quelles que soient les conditions, on ne tire pas sur des civils d'une façon générale, ça c'est un. La deuxième chose, on ne traverse pas sur le territoire de notre pays, soi-disant, entre guillemets, amis, quelle que soit la situation, pour aller tirer, ce n'est pas des militaires, là on parle, c'est des civils que, quelles que soient les conditions, vous ne pouvez pas les tirer dessus. Maintenant, quelle sera, ou bien, c'est vrai, c'est une situation grave,
mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit traiter avec juste de l'émotion et des déclarations incendiaires dans les médias. C'est quelque chose qu'on doit voir particulièrement après l'analyse de tous les faits, tous les détails à voir avec la tête sur les épaules, sur le plan diplomatique et avec toutes les conséquences que cela devait avoir. Le Premier ministre, Jacques-Guy Lafontaine, s'est rendu là-bas, il s'est déplacé, il a évoqué des deals de drogue, des trafics d'armes, sans nécessairement préciser que c'est à cause de ça. Mais peu importe, mettons qu'il s'agissait de trafic de drogue, OK? C'est pas des particuliers dominicains qui ont traversé la frontière pour aller tirer. Quand c'est des militaires, ça peut être interprété comme une attaque carrément d'un pays contre un autre. Mais c'est sur le plan diplomatique. C'est ce qu'il est. Écoutez, quand tu entends des autorités haïtiennes parler des choses comme ça, tu te demandes vraiment est-ce que c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux, dans le sens que c'est pas un simple civil. Et je suis sûr que Monsieur le Premier ministre sortant, oui, c'est pas quand il est arrivé là-bas, il est au courant qu'il y a des deals de drogue, il y a toute forme de trafic qui se font là-bas. Mais qu'est-ce que vous faites comme autorité? Ils vont dire ça à la radio et puis il n'y aura aucune mesure. Effectivement, c'est pas un secret pour personne qu'il y a vraiment des choses vraiment bizarres qui se font sur la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Mais quelles sont les mesures les autorités haïtiennes peuvent adopter pour éviter que dans le futur, que cela ne se répète pas? On ne sait pas. On est en face d'un État faible. Et les Dominicains, ils savent ça. Je peux te le dire. C'est pas le premier incident du genre. Non, pas du tout. À Tiote, il se passe... C'est tous les jours. Il y en a des choses que la presse rapporte. Il y en a d'autres qu'on ne sait même pas. Mais c'est systématique. Pourquoi tu penses que les Dominicains ont fait ça? Parce qu'ils connaissent que tu as un État faible. Et puis, écoutez, la pire mesure que tu peux prendre contre les Dominicains, c'est quoi? C'est bloquer. C'est le marché binational. Mais c'est pas dans ton intérêt. Tu ne produis rien. Tu importes récemment le riz ailleurs. Oui, mais ça fait mal aux Dominicains aussi. Ça fait mal du côté haïtien, mais du côté dominicain aussi. Justement, c'est ce que je te dis. La plus grande force que les Haïtiens devaient avoir dans des cas comme ça, c'est bloquer le marché. Mais ils ont peur aussi de pouvoir nourrir ses fils parce qu'on ne produit rien. On importe, j'imagine, même l'air. On n'a pas encore importé les mers. Ça va venir bientôt. On va importer l'air pour que les gens puissent respirer. Quand tu as un État qui, par exemple, il y a 4 mois, qui dit que, écoutez, on va désormais, toutes les transactions haïtiennes, on va les libeller en gourde. Et ça se fait dans tous les pays, République dominicaine, partout à travers le monde. 4 mois plus tard, on constate que même des petites décisions comme ça, qu'on n'est pas à même de faire respecter parce qu'on n'a pas un État des droits, ben c'est normal que n'importe qui peut venir n'importe quand. Quelle est la force réelle des autorités haïtiennes maintenant de prendre une sanction ou une mesure vraiment stricte par rapport à la République dominicaine? Et c'est très mince. Quand on sait, même en Haïti, l'État n'arrive pas à faire respecter ses propres normes, qu'est-ce qu'il va faire avec les Dominicains? On ne sait pas. Et quand tu peux faire, comme on parlait de ça toute la semaine dernière et ce matin encore, la comparaison entre l'Arabie Saoudite et le Canada, qui n'a, sur le plan géopolitique, qui sont très loin, ils ne sont pas situés tout près là. Et quand les Saoudiens ont estimé que les Canadiens font des déclarations, on ne va pas entrer dans les détails, est-ce que c'est vrai ou c'est faux, qui ne sont pas en leur faveur, ils peuvent décider, prendre des décisions parce qu'ils ont une certaine force. Mais là, on est un pays sans aucune autorité, affaibli totalement sur le plan de la diplomatie, de la politique, sur le plan aussi même de la production agricole. On est faible, l'éducation, la sécurité. Ben, c'est normal que n'importe qui peut venir faire n'importe quoi et puis ça va rester parce qu'on passe notre temps à nous déchirer entre nous et quand il arrive des affaires comme ça, on se souvient qu'on avait une histoire, qu'on était ci, qu'on était ça. On va sortir toute l'émotion noire pour protester, pour dire « qu'est-ce qu'ils pensaient les Dominicains ?» Ben là, qu'est-ce que vous pensiez, vous? Ben oui, c'est ça la réalité. Tu vas voir toute la semaine, l'actualité haïtienne il va y avoir des réactions. Les politiciens, des anciens militaires, des chefs de la PNH. Tout le monde va faire beaucoup d'émotions et palpitations. Et après, qu'est-ce qu'on va faire, même si ce n'est pas tout de suite dans 4-5 ans, que Haïti puisse représente quelque chose sur le plan international? Non, et actuellement, là, on a les moyens de faire chanter les Dominicains. Absolument! On aurait les moyens de faire chanter les Dominicains parce que, regardez, vous vous souvenez sous Michel Martelly,
lorsqu'il avait pris cette mesure pour interdire au moins 23 produits dominicains, ce que ça avait provoqué comme réaction. Les Dominicains ont perdu beaucoup d'argent. Écoutez, non mais... Attendez, là. Mais on importe même des noix de coco de la République dominicaine, on partage avec eux. Il y a même plus de citron en Haïti. Ouais. Il y a même plus de citron. Même les citrons, il faut les importer en République dominicaine ou ailleurs. Je te dis, un jour, on va importer de l'air. Aussi. Et tous les jours, tu entends des politiciens, des chefs de parti par centaines venir déblatérer toutes sortes de d'âneries, de conneries sur les ondes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pendant 1 heure ou 2 heures d'antenne, on n'entend que des politiciens. Pendant ce temps, il y a une réalité, il y a une population qu'on n'entend pas, qu'on n'écoute pas. Personne n'écoute la population. Ni le gouvernement, ni les politiciens, ni ceux qui veulent faire de la politique. On n'entend pas la population. Et ça, c'est le rôle des médias, de faire entendre la population. Absolument. Afin de corriger ce qu'il y a à corriger. On n'entend que des politiciens qui sont déconnectés avec la population. Moi, je vais te dire, c'est des gens qui sont là depuis 5, 10, 15 ans, qui ont été premiers ministres, qui ont été même présidents, qui n'ont rien apporté, qui ont toujours le micro pour raconter les mêmes histoires, rappeler à monsieur tout le monde et madame la foule que j'étais X et Y, et puis ça continue. Mais là, qu'est-ce que Haïti va faire dans des cas comme ça? Haïti pourra-t-il vraiment s'imposer, expliquer à tout le monde, voilà, on va dire qu'on n'est pas content dans tous les médias du monde. Le président l'a dit, le premier ministre l'a dit, et les journalistes vont le dire, les politiques vont le dire. Mais après, dans la pratique des choses, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on puisse redonner sa dignité, comme on dit à Haïti? Qu'est-ce qu'on va faire? On va rien faire. On est dans un contexte de premier ministre démissionnaire. C'est un premier ministre démissionnaire qui ne pourrait pas engager nécessairement plus que ça la nation haïtienne dans ce qui s'est passé. Et on a un premier ministre nommé qui n'a pas le pouvoir de le faire actuellement et qui s'amuse à réaliser des rencontres que le chef de l'État avait déjà réalisées avec tout le monde. Mais je ne comprends pas. On est en train de perdre un temps fou. Et puis, il y a une autre affaire qui pend au nez d'Haïti, toujours en ce qui concerne la République dominicaine. Ces 2 affaires-là. Il y a cet incident-là, mais il y a aussi... on l'avait annoncé vendredi dernier, tu te souviens, le 26 août, c'est justement le délai pour que les sans-papiers produisent une demande de régularisation. Or, Haïti, de son côté, n'a pas pu fournir les documents, papiers, les documents légaux à ces Haïtiens pour qu'ils fassent une demande de régularisation. Là encore, ça traduit encore une fois la faiblesse des institutions étatiques en Haïti. C'est incroyable. Et les papiers là qu'on compare, les documents qu'on compare, c'est pas des choses qu'on va inventer, c'est des choses en principe. Dès que tu es né, tu devais avoir un acte de naissance, une carte d'identité, et puis tu es là dans le système. Mais c'est des gens qui se retrouvent, on ne sait pas par quelle formule en République dominicaine, qui ne peuvent pas prouver leur identité. Et c'est des choses minimales qu'on devait avoir pour pouvoir avancer. Et ça encore, c'est des choses qui traduisent. Écoute, on parle de la République dominicaine, c'est pas si loin. Ils connaissent, ils savent vraiment que la situation en Haïti, voilà le niveau de faiblesse de l'État, tout ce qui se passe, les derniers spectacles qu'on a donné le 16 juillet. Tu sais quoi? Ils connaissent mieux la réalité haïtienne que les Haïtiens eux-mêmes. Mais oui. Et puis, ça devient une habitude quand tu fais 1, 2, 3 et puis personne ne dit rien. Et parfois, la presse n'en parle même pas. Ils ne sont même pas informés au courant. Ils vont continuer. Et un jour, peut-être c'est au Palais national qu'ils vont venir tirer et puis on saura pourquoi et comment. C'était déjà arrivé en 2001 sous Jean-Bertrand Aristide. Il y avait un escadron là, qui avait débarqué. On parlait d'une affaire de drogue, mais ils ont débarqué au Palais. Et puis, ils ont tiré. Tu te souviens de ça? Oui, absolument. Ah bon. Absolument. Okay. Donc, ça devient une habitude maintenant. C'était sous Jean-Bertrand Aristide. Et c'est justement ce que je te dis. Quand c'est des choses comme ça arrivent, on ne va pas entrer dans les détails. Est-ce qu'il devait faire ça ou pas? Il devait avoir une structure ou des dispositions qui sont prises pour que des choses comme ça ne se répètent plus. Mais maintenant, on est en 2018 et puis on continue à se faire tirer dessus sur notre territoire. Et puis, c'est du jamais vu. C'est déjà arrivé. On a déjà vu ça. Bon, en fait, quand je dis c'est quelque chose de vraiment incroyable, inacceptable. Madame Sens, oui. Parce que, écoutez, comme j'ai expliqué tout à l'heure, sur le plan même du respect des droits de l'homme au niveau international, même si Haïti était un conflit ouvert avec la République dominicaine, des soldats dominicains, rien ne peut justifier que des soldats dominicains armés puissent tirer sur des civils. Ça n'existe pas.
Même si Haïti était en guerre avec la République dominicaine, c'est inacceptable. Ouais, c'est pas des Haïtiens qui ont traversé la frontière, qui se retrouvaient sur le territoire dominicain. Là. Absolument. Non. Ils ont traversé la frontière, ils étaient en territoire haïtien, des militaires dominicains en opération sur les territoires haïtiens. Moi, je vais aller plus loin. Même s'ils étaient sur le territoire dominicain, s'ils ne sont pas armés, ils n'ont pas tiré sur les soldats dominicains, ils n'ont pas le droit de les tirer dessus. Oui, mais c'est pas ça la question. C'est une question de propos. Mais maintenant, on n'a pas tous les détails sur ce qui s'est passé, ni pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'agissait de deal de drogue, de trafic d'armes, d'une affaire personnelle? Non. Personnelle, non, parce qu'ils étaient plusieurs militaires à s'introduire sur le territoire haïtien. Et c'est ça que le gouvernement ne nous dit pas. Il y avait le premier ministre qui était là-bas, le ministre de la Communication, et il y avait un autre ministre, ils étaient 3. Et comment ça, Jacques Guy Lafontaine est venu nous dire, on a rencontré... Mais dites-nous ce qui s'est passé et pourquoi. Peut-être que lui non plus... Ça ne suffit pas de nous dire que vous allez convoquer l'ambassadeur dominicain et puis, vous allez prendre un peu de vin, un peu de thé, café ou je ne sais pas quoi avec lui, dire, écoutez, règle-moi, donne-moi un autre délai par rapport au 26 août pour les sans-papiers parce que moi, je n'ai pas les papiers encore et puis on va fermer les yeux sur cet incident-là. Et puis, de toute façon, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Rien. Il faut attendre. Tu vas avoir beaucoup de réactions toute la semaine. C'est tout. Des politiques, des anciens militaires. C'est tout. On ne va pas se serrer la ceinture en se disant, bon, OK, on ferme le marché binational, on arrête les importations dominicaines, et puis, bon, on va essayer de manger. On m'a dit que même le maïs moulu est plus cher que le riz aujourd'hui en Haïti. Oui. Parce que pourquoi? On importe beaucoup plus de riz à l'international que le maïs moulu. Donc, le maïs moulu qui est produit sur le plan local est beaucoup plus cher. C'est normal. C'est comme les poulets. Le poulet, ce qu'on appelle le poulet pays, est 2 ou 3 fois plus cher que le poulet importé. Et c'est un cercle vicieux comme ça, tu te retrouves là-dedans. On s'attendait à ce que monsieur le président de la République qui disait qu'on avait l'eau, on avait l'eau, la terre et le soleil, on a tout ce qu'il nous faut pour faire de la production. Non, mais c'est que... Il va falloir qu'on attende un peu. Collectivement, on est tellement laid. Merci. Et c'est ce qu'ils ne comprennent pas. L'élite ou peu importe. Quelle dans élite, tout, mon ami? En tout cas. Qu'est-ce qu'on est laid collectivement. Demain, 7h, une nouvelle édition. On va voir si on va être un petit peu plus beau demain. Bonne chance.